Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 16 avril 2025. Bonjour et bienvenue. Ciel partiellement nuageux sur Bamako. Il devrait faire un peu moins chaud aujourd'hui, avec 38 degrés comme température maximale au cours de la journée. Le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 25 degrés affichés en ce moment, à la une de l'actualité de ce matin. La digitalisation de notre administration vient de franchir un palier supplémentaire. 6 nouvelles plateformes ont été présentées hier après-midi au comité technique du comité de pilotage de la digitalisation de l'administration. Toutes ces solutions concernent le secteur de l'éducation. Elles vont de la gestion de l'administration scolaire à l'inscription des étudiants en passant par le choix des formations et l'obtention des allocations financières des étudiants. Ces différentes plateformes apportent des solutions concrètes dans le domaine de l'éducation. Le point dès le début de cette édition avec Mamari Koné. Autre titre de l'actualité de ce mercredi 16 avril 2025, une excellente nouvelle pour les usagers du train voyageur. La reprise du trafic ferroviaire sur l'axe Bamako-Kaï, c'est pour très bientôt. Une convention vient d'être signée pour réhabiliter le pont ferroviaire de Kassaro qui avait été endommagé par les pluies diluviennes de l'année dernière. Les travaux qui devraient coûter la bagatelle de près de 2 milliards de francs CFA à l'État doivent durer seulement 4 mois. Et puis, chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly évoque aujourd'hui le rôle des citoyens et des entreprises en matière de lutte contre la pollution qui menace la santé humaine et l'environnement. Enfin, en sport football, CAN U17 au Maroc, le Mali bat le Burkina Faso 2-0 en demi-finale et se qualifie pour la finale de la compétition. Les nôtres rencontrent samedi le Maroc en finale. Le Maroc qui a éliminé la Côte d'Ivoire lors de la deuxième demi-finale à l'issue de l'épreuve fatidique des tirs au but. Et puis en Europe, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se qualifient pour les demi-finales de la Ligue des Champions en Nouvelle-Formule. Enfin, Tour cycliste du Mali, la compétition observe une pause aujourd'hui avant la 4e étape demain. La synthèse de l'actualité sportive, ce sera avec Ali Matina. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, la digitalisation de l'administration est en marche. 6 nouvelles plateformes ont été présentées hier après-midi au comité technique du comité de pilotage de la digitalisation de l'administration. Toutes ces solutions concernent le secteur de l'éducation. Ils vont de la gestion de l'administration scolaire à l'inscription des étudiants, en passant par le choix des formations et l'obtention des allocations financières des étudiants. Ces différentes plateformes apportent des solutions concrètes dans le domaine de l'éducation. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a présidé la réunion, a salué les experts pour la qualité du travail. Compte rendu, Mamadi Koné et Ali Outouri. C'est une avancée notable que le secteur de l'éducation vient de faire dans la digitalisation de l'administration. Lors de cette réunion du comité technique du comité de pilotage de la digitalisation de l'administration, 4 présentations ont été faites par les experts. C'est la cellule de planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale qui donne le ton avec le portail de l'éducation comme une solution de gestion harmonieuse et sécurisée de l'éducation. Cette plateforme a pour objectif d'améliorer le système éducatif et de renforcer la gouvernance. Elle a permis d'économiser 4 milliards de francs CFA. Dr Amadoussi Savané, ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, j'ai vu, senti et j'ai été convaincu du changement qui est en train de s'opérer dans le système éducatif, pour ne parler que de lui. Parce qu'au niveau de l'enseignement supérieur, c'est la même vague qui est en train d'arriver pour apporter du changement. Ensuite, c'est au tour de Mali Campus de présenter le processus de gestion intégrée Cocktail Plus en vue de faire face aux problématiques du moment. Ce portail d'accès à l'enseignement supérieur offre une trentaine de modules. Le PGI est une source sûre d'information avec une présentation détaillée des offres de formation des universités et des grandes écoles publiques. Il donne l'opportunité à chaque candidat de mieux fonder son orientation et son choix de programme de formation. Le Centre des œuvres universitaires CENU a présenté 3 solutions numériques qui sont Mon CENU à domicile, SIGU, système intégré de gestion des œuvres universitaires, et CENU Koubarou. Professeur Bourema Kansaye, ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les solutions qui ont été présentées par les équipes de l'enseignement supérieur sont
des solutions très importantes, à commencer par la préinscription des étudiants, parce qu'on ne peut pas entrer dans le système de l'enseignement supérieur sans être identifié et préinscrit. Ensuite, il y a la possibilité d'inscription dans les structures pédagogiques de l'enseignement supérieur et passer par la gestion de l'étudiant au niveau du Centre national des œuvres universitaires. Donc tout cela permet à l'étudiant de ne pas se retrouver dans des rangs énormes, comme ça se faisait dans les temps. Il n'y a plus de rangs. Les étudiants se préinscrivent en ligne. Ils se font identifier par les CNU à travers les dépôts de leur demande de bourse et tous les autres aspects, aussi en ligne. Donc il n'y a plus de rangs. Ça permet aussi de gérer les ressources financières qui sont mises à la disposition de l'enseignement supérieur de manière transparente et de manière beaucoup plus efficiente. La dernière solution présentée est initiée par l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, USTTB. Le système intégré de gestion d'une université est une application de gestion qui vise à simplifier diverses tâches administratives et l'accès à des informations importantes telles que les notes et les emplois du temps. L'application offre une interface conviviale qui permet aux étudiants de saisir leurs informations personnelles, de sélectionner les cours souhaités et de finaliser les processus d'inscription en quelques clics sur leurs appareils mobiles. Le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le général des divisions Abdoulaye Maïga a salué les experts pour la qualité du travail accompli. Il a toutefois souligné la nécessité de synergie entre les différentes plateformes. Autre titre de l'actualité de ce matin, une excellente nouvelle pour les usagers du train voyageur. La reprise du trafic ferroviaire sur l'axe Bamako-Kaï-Bamako, c'est pour très bientôt. L'État du Mali et la société COVEC viennent de signer un protocole d'accord pour la réhabilitation du pont ferroviaire de Kassaro dans le cercle de Kita. Cette infrastructure avait subi des dommages suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues le 30 août 2024 sur la localité. Les travaux qui vont coûter près de 2 milliards de francs CFA pour un délai d'exécution de 4 mois seulement vont à terme permettre la reprise du trafic ferroviaire Bamako-Kaï-Bamako. Les détails de cette signature avec Mbemba Sibi. Hivernage 2024, le pont Woyowayanko de Sebeninkoro est inondé comme jamais. Dans l'impossibilité de regagner leur domicile, certains habitants de Sebeninkoro ont dormi dehors. C'est pour éviter de telles situations que dans le cadre du plan d'urgence pour une réponse efficace face aux inondations, qu'un projet de création d'une voie de contournement vient d'être lancé. Dambele Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. À partir de Lafiabou, Koda, vers la colline de Dorodougou, aller jusqu'à Kanadjigila, jusqu'à Wenzembou, Mamaribou, pour pouvoir rejoindre la route de Sibi. Nous remercions aussi la banque d'avoir accompagné l'État du Mali, parce que cette route est plus qu'une nécessité. Clara de Souza, directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Sahel. De notre côté, nous avons mobilisé des ressources additionnelles à travers une fenêtre spéciale de réponse aux crises climatiques et d'autres natures. Ça nous montre que les changements climatiques sont là et que nous devons nous organiser vraiment de façon à être plus agiles pour répondre à ce type de défis. À cette voie de contournement s'ajoute le projet de surcreusement des caniveaux du cercle de Bla. Ces projets sont deux volets d'un vaste programme de prévention des risques d'inondation initié par les autorités. Alouseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Les deux projets qui ont été validés concernent donc une route de contournement de la route de Sebeninkoro qui coûte un peu moins de 4 milliards. Et également les caniveaux qui encerclent la ville de Bla et qui doivent permettre donc d'éviter justement que les inondations arrivent dans cette ville. Donc il s'agit nécessairement de surcreuser ces caniveaux et de faire un dégagement pouvant permettre de conduire l'eau un peu plus loin en dehors de la ville. Ces travaux également puissent être financés par la banque environ à hauteur de 400 millions de francs CFA. Ce programme d'urgence pour une réponse rapide aux risques d'inondation bénéficie de l'accompagnement de la Banque mondiale. L'institution de Bretton Woods a mis à la disposition de l'État malien 43 milliards de francs CFA. Déjà, 18 milliards ont été engagés et le reste est en cours de décaissement. Le programme porte sur des projets sanitaires, d'infrastructures ou encore d'appui humanitaire. Voilà, erreur de guillage, toutes nos excuses. L'élément que vous venez d'écouter ne concerne pas
assurément la reprise du trafic ferroviaire. Cet élément, nous allons vous le proposer dans nos prochaines éditions. Toutes nos excuses. Autre titre de l'actualité, plan international Mali et l'Italie main dans la main pour la croissance d'un emploi de qualité au profit des migrants dans leur région d'origine et de transit. C'est l'un des objectifs d'un atelier qui s'est ouvert hier à Bamako. La rencontre vise à faciliter une compréhension commune de projets, Avenir Brillant 2 par toutes les parties prenantes. Sur les 3 ans, le coût total s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA. Compte rendu, Inaba. 3 millions de filles âgées de moins de 24 ans dans toutes leurs composantes bénéficieront des projets de développement pour leur autonomisation. Les domaines concernés sont l'éducation, l'entrepreneuriat et les droits sexuels et reproductifs. Pour réussir ce pari, les acteurs en charge du projet Avenir Brillant 2 sont en conclave pour l'opérationnalisation du projet afin d'accroître leur adhésion et leur implication dans sa mise en œuvre. Idrissa Daboné, représentant du directeur pays de plan Mali. Tout le développement, comme vous le savez, dans nos pays, repose sur les maires que nous avons élus. Mon message est de s'approprier ce projet. Le deuxième message, encore une fois, est de remercier le gouvernement malien pour la confiance qui a été placée en plan international de ses acteurs, pour que nous fassions en sorte qu'au bout de 3 ans, il y ait un sourire au niveau des cibles, mais également qu'il y ait une satisfaction du bailleur à continuer à aller dans d'autres zones. Ce projet, financé par le ministère des Affaires étrangères d'Italie, est mis en œuvre dans les régions de Kaï, Kita et le district de Bamako par Plan International Mali, ENDA Mali et l'Association malienne des expulsés AME. Avenir Brillant 2 va assurer la continuité et la durabilité des acquis de la première phase d'intervention qui s'est achevée en juin 2023. Mangoro Konate, représentant du gouverneur du district de Bamako. Le présent atelier vise comme objectif spécifique faciliter la compréhension commune entre toutes les parties prenantes autour des objectifs, résultats et activités du projet, leur implication et pertinence au regard du contexte. Amener les acteurs clés et parties prenantes à s'approprier les rôles et responsabilités et différentes participations nécessaires pour la réussite du projet afin de bénéficier de leur implication effective. Le projet qui vient d'être lancé a une durée de 3 ans. Il contribue à donner une formation professionnelle de qualité, équitable et inclusive, tout en favorisant la croissance de l'emploi dans les zones d'origine et de transit des migrations, notamment dans les régions de Kaï, Kita et le district de Bamako. AES, actualité. Le premier volet de l'actualité AES nous conduit au Burkina Faso où les chefs d'état-major des armées de la Confédération des États du Sahel sont en concertation depuis hier à Ouagadougou. Au menu des échanges, l'opérationnalisation de la force unifiée de la Confédération. Déjà, grâce à une synergie d'action sur le théâtre des opérations, la force unifiée enregistre des victoires remarquables sur l'ennemi. De Ouagadougou, les précisions de Lazare Sanou de la Radio nationale du Burkina Faso. C'est une rencontre de haut niveau des experts en défense et sécurité de la Confédération des États du Sahel. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de parler d'une même voix pour une défense commune, autonome et souveraine de l'espace. Général de brigade Moussa Diallo, chef d'état-major général des armées du Burkina Faso. Cette réunion constitue à cet égard une étape cruciale dans la mise en œuvre de notre vision partagée d'une sécurité collective fondée sur la solidarité, l'interopérabilité de nos forces et la confiance mutuelle, de la validation de l'évaluation de nos plans, du protocole additionnel du pilier défense et sécurité et des modalités de la mise en place de la force de l'AES. Déjà, la force unifiée de la Confédération engrange des victoires sur l'ennemi dans l'espace commun. Général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées du Mali. Les gens en réalité sur le terrain parce que nous opérons ensemble, que ce soit en aérien ou bien en terrestre, ou bien dans d'autres domaines. Les partages de renseignement nous ont permis de mener à succès beaucoup d'actions militaires sur le terrain. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion aussi de faire le retour d'espérance des 2 opérations terrestres que nous avons eu à mener aussi.
Et au-delà, voir un peu la question de la mutualisation des moyens aériens. Les chefs d'état-major des armées de l'air du Burkina, du Niger et du Mali qui se réunissent à Bamako aussi, pour aussi voir les voies et les moyens pour pouvoir mutualiser encore les moyens et pour que nos forces soient vraiment opérationnelles en mesure de défendre l'espace de l'AES. La rencontre de Ouagadougou des chefs d'état-major généraux des armées de la Confédération des États du Sahel se tient après celle de Niamey tenue le 7 mars 2024 et celle de Bamako le 8 novembre de la même année. L'autre volet de l'actualité AES nous conduit au Niger où la ministre en charge de l'éducation nationale, Elisabeth Chérif, était dans plusieurs établissements de la capitale Niamey. Ce déplacement qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative Une semaine, une école l'a conduit à l'école primaire Tchangaré 1 et 2 et au complexe Ibadourahman de Niamey. De Niamey, les explications de Sylvie Djedi de la Voix du Sahel. La ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, Dr Elisabeth Chérif, poursuit sa visite dans le cadre de la montée des couleurs dans les différents établissements de la ville de Niamey. C'est ainsi que la première responsable en charge de l'éducation nationale s'est rendue tout d'abord au niveau des écoles Tchangaré 1 et Tchangaré 4. Objectif, s'enquérir des conditions de vie et de travail des enseignants et élèves. Occasion saisie par la directrice de l'école Tchangaré 1, Mme Ousmane Zouleiha Hiro Magaji, pour présenter les deux établissements. L'école Tchangaré 1 a été créée le 1er octobre 2010, mais au vu de l'augmentation de ses effectifs, elle a été scindée en deux pour donner naissance le 11 septembre 2023 à l'école Tchangaré 4. Aujourd'hui, ces deux établissements accueillent ensemble plus de 1200 élèves répartis entre le préscolaire et le primaire. La ministre en charge de l'éducation nationale a, au nom des plus hautes autorités, remercié les responsables de ces établissements pour les efforts fournis en faveur de l'amélioration de la qualité des enseignements au niveau de leurs écoles. Docteur Elisabeth Chérif. Vous avez fait cas de 40% au CFEPD, c'est juste la moyenne, ce qui a la moyenne nationale. Et ce que nous avons beaucoup apprécié, c'est le fait de reconnaître qu'il y a beaucoup de choses à faire et de vous y mettre. Le complexe Ibadourahman a constitué la deuxième étape de visite de la ministre en charge de l'éducation et de ses proches collaborateurs. Là aussi, le directeur général des écoles primaires, Issa Willy, a saisi l'occasion pour présenter le complexe. Pour le site qui vous accueille aujourd'hui, les effectifs scolaires se présentent comme suit. Premier cycle, 369 élèves, dont 252 filles. Second cycle, 147 élèves, dont 96 filles. L'ensemble des élèves sont répartis dans 16 salles de classe, soit en moyenne un ratio de 32 élèves par classe. Dr Elisabeth Chérif a félicité le corps enseignant pour les résultats obtenus durant l'année scolaire 2023-2024. 99% pour le CFEPD, nous vous souhaitons d'atteindre les 100%. C'est déjà énorme. Nous vous félicitons pour cela. 96, il me semble, pour le BPC. Croisez les 100%. Des visites guidées dans certaines classes ont sanctionné la visite de la ministre de l'Éducation nationale dans les établissements. En attendant, nous allons dire un mot de l'actualité étrangère avant la page de sport. France-Algérie, détente éphémère. Paris a annoncé hier l'expulsion de 12 diplomates algériens et la décision de rappeler son ambassadeur. Cette mesure intervient en représailles à des expulsions similaires décidées par Alger et de rappeler l'ambassadeur français à Alger pour consultation. C'est le dernier épisode d'une crise diplomatique qui dure environ 8 mois entre Paris et Alger. En Côte d'Ivoire, 12 détenus blessés lors d'une émeute à la maison d'arrêt d'Abidjan. Ces troubles font suite à l'instauration par l'administration pénitentiaire de mesures visant à lutter contre l'introduction et la circulation de drogue dans la prison. Avec 27 000 personnes détenues, la Côte d'Ivoire a un taux d'occupation des prisons de 297%, parmi les plus élevés au monde, selon le site international d'information Prison Insider, qui note les systèmes carcéraux dans le monde entier. En 2022, 9 établissements du pays affichaient des taux supérieurs à 600 000%. Selon cette même source, Londres a accueilli hier une conférence sur le Soudan
avec l'objectif de mobiliser la communauté internationale. C'est pour mettre fin au conflit qui dévaste depuis 2 ans ce pays où plus de 30 millions de personnes ont désespérément besoin d'aide. La guerre qui a éclaté le 15 avril 2023 y oppose le général Abdel Fattah Abdelrahman al-Bourhan, chef de l'armée, et son ancien adjoint Mohamed Hamdan Daglo, dit Emeti, chef des paramilitaires des forces de soutien rapide. Elle a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 13 millions de déplacés et réfugiés. Le conflit a également plongé le pays de 50 millions d'habitants dans une crise humanitaire majeure, selon l'ONU. L'organisation internationale s'alarme également de la famine qui s'y répand. L'OMS annonce un accord sur la préparation et la lutte contre les futures pandémies. Après une dernière nuit intense de négociations et 3 ans à s'échapper sur le contenu, les membres de l'OMS ont adopté tôt ce matin le projet d'accord sur les pandémies. Objectif, préparer le monde en cas de nouvelle crise sanitaire type Covid et permettre un meilleur accès au diagnostic et au traitement. Mais il s'en est fallu de peu jusqu'au bout. Les négociations ont failli capoter. La page sport dans un instant. Football en Europe, on connaîtra ce soir les affiches des demi-finales de la Ligue européenne des champions, nouvelle formule. Au terme des 2 derniers quarts de finale retour, hier, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se sont qualifiés pour le dernier carré de la prestigieuse compétition. Tour cycliste international du Mali, jour de repos ce mercredi avant la 4e étape prévue demain jeudi. Coupe d'Afrique des cadets au Maroc, la finale oppose samedi le Mali au Maroc. Hier, en demi-finale, les cadets maliens se sont imposés 2-0 devant les cadets étalons du Burkina Faso. Les détails de l'actualité sportive, c'est avec Alidjou Matina. Football, CAN des moins de 17 ans, 15e édition au Maroc, les Aiglonnets du Mali se sont qualifiés pour la finale. Hier, en demi-finale, les cadets maliens ont battu ceux du Burkina Faso par le score de 2-0, des réalisations de Soumaïla Fane et de Mahamadou Traoré. En finale, samedi 19 avril, le Mali rencontrera le pays hôte, le Maroc, qui a éliminé en demi-finale les Éléphantaux de Côte d'Ivoire à la séance des tirs au but. 0-0, c'était le score à l'issue du temps réglementaire. Ce samedi, le Mali disputera sa 4e finale en 15 éditions de la CAN des cadets, dont la première édition a eu lieu au Mali en 1995. Notre pays a remporté 2 fois le trophée en 2015 et 2017. Par rapport à cette brillante qualification de nos Aiglonnais, le ministre en charge des sports Abdul Kassim Ibrahim Fomba, au nom du président de la transition, chef de l'État, du Premier ministre, chef du gouvernement et de l'ensemble des membres du gouvernement, adresse ses chaleureuses félicitations à l'équipe nationale pour cette qualification pour la finale. Le ministre en charge des sports félicite les joueurs, l'encadrement technique et la Fédération malienne de football pour ce parcours qui honore le Grand Mali. Abdul Kassim Ibrahim Fomba renouvelle ses remerciements à tous les acteurs du mouvement sportif, à la presse nationale et aux populations et sait compter sur leur soutien pour la victoire finale. Ligue européenne des champions, les 2 derniers quarts de finale retour se jouent ce soir à 19h. Les Italiens de l'Inter Milan, vainqueurs chez le Bayern Munich à l'aller 2-1, reçoivent le club allemand. Et à Santiago Bernabéu, le Real Madrid, battu à l'aller 3-1 par Arsenal, accueille le Gunners d'Arsenal dans l'espoir de renverser la situation, comme il en a l'habitude dans ces dernières années dans cette compétition. Déjà hier, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone se sont qualifiés pour les demi-finales. En quart de finale retour, le PSG et le Barça ont tous deux été battus respectivement 3-2 par les Anglais d'Aston Villa et 3-1 contre les Allemands du Borussia Dortmund. Mais les Parisiens et les Barcelonais se qualifient pour le dernier carré grâce à leur net avantage réalisé lors de leur rencontre aller. La petite reine, autrement dit le vélo pour terminer. La 11e édition du Tour cycliste international du Mali observe une pause ce mercredi et reprend demain jeudi avec la 4e étape Bamako-Fana, une distance de 119 km, le plus long trajet de cette 11e édition. Hier, Yaya Diallo, le capitaine de l'équipe du Mali, a remporté la 3e étape courue entre Koumantou et Bougouni. Voilà, nous allons vous livrer le contenu de ce communiqué du ministre en charge des sports auquel faisait allusion à l'instant Alidjou Matina, avant de passer à la chronique de l'environnement. Communiqué ainsi libellé, le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, au nom du président de la transition, chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement et de l'ensemble des membres du gouvernement,
adresse ses chaleureuses félicitations à l'équipe nationale du Mali qui s'est brillamment qualifiée pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football U17 qui se joue présentement au Maroc grâce à sa victoire 2-0 face à son homologue du Burkina Faso. Cette performance prouve encore une fois de plus l'engagement, la détermination et le don de soi des jeunes Maliens à honorer le drapeau malien à travers l'Afrique et le monde. En plus d'être qualifié à cette finale pour la 4e fois de l'histoire, la sélection nationale cadette participera à la prochaine Coupe du Monde de la catégorie. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne félicite les joueurs, l'encadrement technique et la Fédération malienne de football pour ce parcours qui honore le Grand Mali. Le ministre rassure l'opinion publique nationale que toutes les dispositions idoines seront prises pour préparer cette finale prévue le samedi 19 avril 2025 dans les meilleures conditions, ainsi que pour la participation de la sélection nationale à la prochaine Coupe du Monde. Enfin, le ministre renouvelle ses remerciements à tous les acteurs du mouvement sportif, à la presse nationale, aux populations et sait compter sur leur soutien pour la victoire finale. Chronique de l'environnement. Pollution au Mali, le combat se joue aussi entre citoyens et entreprises face à l'urgence écologique. La lutte contre la pollution ne peut plus reposer uniquement sur les épaules de l'État. Citoyens, entreprises, organisations locales et internationales doivent désormais conjuguer leurs efforts pour préserver l'environnement. Niagaoulé Dambélé, directeur national de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances, revient dans notre chronique pour éclairer les rôles de chacun dans ce combat commun. La chronique de l'environnement, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. La pollution n'est pas qu'un problème administratif ou institutionnel, c'est une affaire collective, affirme Niagaoulé Dambélé, directeur national de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. Pour lui, le citoyen est le premier acteur du changement à travers des gestes simples. Les entreprises, quant à elles, sont appelées à intégrer la responsabilité environnementale dans leur mode de production. Les textes sont clairs là-dessus. Tout projet de développement doit faire l'objet d'une évaluation environnementale. Et dans l'évaluation environnementale, il y a des mesures qui sont consignées, qui doivent être suivies, respectées strictement. Et je pense que les entreprises, quand elles suivent, elles les respectent scrupuleusement, en tout cas ces mesures prédéfinies dans ces différents documents, ça va nous épargner quand même ces genres de dégâts et ça va permettre à ce qu'on ne voit plus en tout cas des drames. Et pareil aussi pour un citoyen lambda. L'État n'a pas fait les textes pour un seul individu et c'est tout le monde qui doit observer strictement ces textes-là élaborés par l'État. La DNACPN ne travaille pas seule, elle collabore avec des partenaires nationaux et internationaux. À 80%, notre appui, notre soutien, c'est l'État. Maintenant, au-delà de ça, on a des partenaires nationaux, tels que des organisations qui nous accompagnent, afin que nous puissions être beaucoup plus efficaces sur le terrain. Et au-delà de ces partenaires nationaux, on a des partenaires internationaux tels que la Banque mondiale qui ne cesse quand même de déployer d'énormes efforts pour que les mesures environnementales puissent être démises dans nos différents projets et que ça soit réellement une réalité sur le terrain. Ensuite, il y a le PNIE, il y a le PNUD et il y a la GIZ aussi qui nous accompagne, qu'on puisse être en phase avec les normes environnementales sur le terrain. Cependant, tout n'est pas rose. Le manque de moyens humains et matériels, la faible application des textes réglementaires et l'urbanisation anarchique sont autant de défis auxquels fait face la Direction nationale de l'assainissement. Niagaoulé Dambélé, directeur national de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. Nous devons nous atteler à la pollution ou aux pollutions atmosphériques. La qualité de l'air aujourd'hui dans toutes nos grandes villes est modifiée à travers les unités industrielles, à travers les centrales thermiques. Et donc il y a vraiment les pollutions atmosphériques qui constituent un défi aujourd'hui. On a aussi un autre défi qui est comment juguler ce phénomène de dragage aujourd'hui. La pollution ne connaît pas de frontières, mais la solution commence dans chaque foyer, chaque entreprise. Et comme le rappelle Niagaoulé Dambélé, protéger notre cadre de vie, c'est garantir un avenir viable à nos enfants.
Voilà, à cette heure passée de 29 minutes, Adjoïla se referme cette édition. Encore une fois, toutes mes excuses pour l'erreur de guillage intervenue dans cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré, à la mise en onde il y avait Ismaïla Diarra. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Mbemba Sibi. Mais d'ici là, vous allez pouvoir suivre tout à l'heure la page météo avec Mohamedou Kouit Keita. Les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortem.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Mohamed Koulibaly. Excellente suite de programme sur l'ORTM.